vient de l'hindouisme, mais on le retrouve en psychologie moderne également. On va voir que ce soit au niveau psychologique ou au niveau religieux, c'est très très similaire quand on commence à aller comment fonctionne l'esprit et des choses très similaires. Donc dans la vie, on agit de trois manières. Soit on se dit, il faut que j'ai, par exemple, de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Et le fait de faire ça, ça va me rendre heureux, ça va me rendre serein, ça va... D'accord ? Ça, c'est une première chose que souvent on voit dans la société. La société nous impose à gagner de l'argent pour pouvoir partir en vacances, faire des choses, acheter une maison, etc. La deuxième manière, c'est ce qu'on appelle la voie de la passion. Les gens qui sont passionnés ne pensent pas, s'ils doivent avoir quelque chose, ils font. Hein, un sculpteur, un peintre, etc. Ou même chacun dans notre vie de tous les jours, hein, toi avec la danse, etc. C'est ce que j'aime faire, donc je fais ça. Là, c'est la voie de la passion. Donc je fais, ça me donne ce que j'ai besoin, la vie m'apporte ce que j'ai besoin, et ça me satisfait. Et la dernière voie, c'est ce qu'ils appellent dans l'hindouisme ou le bouddhisme la voie de la bonté, ou la voie de la compassion. Et là, c'est d'être heureux, d'être plein de compassion, d'aider les autres. Hein, c'est quelque chose qui nous parle à tous, d'avoir envie d'aider. Service. Le service, exactement. Et en fait, ils se rendent compte que si on est équilibré, si on rend service, si on est heureux en soi-même, si on est en harmonie, on va faire des choses qui représentent cet état. Et donc, on va aider beaucoup plus autour de nous, puisqu'on va faire des choses qui sont reliées avec ces émotions très positives. Et ensuite, l'avoir va venir, va nous apporter ce qu'on a besoin. Alors, ça fait plusieurs années que je voyage, je ne me pose pas de questions comment gagner de l'argent. La vie me donne, parce que je fais ce qui est juste pour moi, ce qui me rend heureux. Et donc la vie me donne ce dont j'ai besoin. Au centuple. Au centuple. On avait fait l'expérience. Voilà, c'est assez intéressant parce que quand je discute avec des personnes un peu plus âgées, qui ont plus de sagesse que quand on est jeune, c'est souvent, ils me disent oui effectivement, j'ai ressenti ça dans ma vie, c'est l'expérience que j'en ai eue, le service, il y a les choses principales qui reviennent quand on a cette expérience. Alors être heureux, qu'est-ce qu'on peut faire pour être heureux ? Heureux, dans le dictionnaire, ça nous dit qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. Et là, le mot durablement a une certaine importance, parce que ça nous montre ce qu'on voyait tout à l'heure, quelles que soient les circonstances extérieures, pour dire qu'on est heureux, il faut que ce bonheur soit durable. Et le bonheur, dans le Larousse, on nous dit, bon, bonne chance, circonstances favorables, ça peut être une explication. Le deuxième montre précisément ce dont on parle, une joie, des plaisirs liés à une circonstance, hein, quand on mange, on a un repas, on est avec d'autres, on a une voiture, on gagne de l'argent, etc. C'est des choses qui peuvent nous apporter un certain bonheur, ou alors un état de complète satisfaction. Et ça, c'est ce que toutes les traditions dans le monde ont essayé de nous transmettre, de nous montrer que c'est possible, qu'on peut atteindre un état de complète satisfaction. Alors, quels sont les outils ? Moi, j'ai eu la chance de découvrir le bouddhisme quand j'étais jeune et je me suis rendu compte en étudiant d'autres traditions comme l'hindouisme, comme le chamanisme, etc., qu'ils avaient à peu près la même façon de penser. Ce que nous dit le Bouddha, c'est ce que nous sommes aujourd'hui vient de nos pensées d'hier et nos pensées d'aujourd'hui construisent notre vie de demain. Notre vie, la création de notre esprit. Dans le bouddhisme, il y a un concept très basique qui est la notion de cause et de conséquence. Hein, souvent, les gens se demandent qui je suis. Et si tu regardes dans ton passé, tu es le reflet de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ce que tu as été dans ton passé. Et qu'est-ce que tu vas être demain ou dans le futur? Le reflet de ce que tu fais aujourd'hui. Hein, les gens qui me demandent souvent des régimes, je ne sais pas pourquoi, j'ai été... Ben, ce que tu fais aujourd'hui, c'est tu vas devenir la personne que tu es demain, et comment tu vas être dans quelques semaines. Ce que tu fais aujourd'hui, si ça ne correspond pas à ce que tu veux être, tu seras la même chose. Si tu continues à faire la même chose, tu vas être la même personne, la même chose. Si tu changes, ça va devenir ce que tu veux devenir. Ça parle? C'est changer que c'est difficile. De changer, exactement. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça, puisque c'est un des concepts de base dans le bouddhisme également, on va voir ça. Donc, tout est cause et conséquence, comme on l'a vu. Les pensées, les paroles, les actions qu'on a vont créer des conséquences. Chaque pensée qu'on a un niveau très basique, c'est-à-dire comment ça m'influence moi, et si je pense à des choses négatives, je vais être négatif. Mais il y a aussi un aspect ésotérique de la pensée, qui est un aspect plus subtil, et la pensée voyage également. Hein, cette notion qu'on a vue tout à l'heure, on pense à quelqu'un, bon, bah, dans certaines traditions, ils expliquent qu'il y a une espèce de voyage de la pensée, où le fait qu'on soit tous reliés les uns aux autres, fait qu'on influence les autres personnes avec la pensée. Il y a une expérience qui est magnifique que j'ai mis dans mon livre avec la méditation. Ils ont réuni 5000 personnes qui méditent. Ils leur ont médité sur la paix, c'était à Washington DC aux États-Unis. Et la période pendant laquelle ils ont médité sur la paix, c'est 5000 participants. La violence, le crime ont baissé considérablement, comme ça s'est jamais vu ailleurs. Et donc tous les scientifiques qui ont fait partie de cette expérience, c'était une expérience vraiment énorme avec tout un tas de paramètres qui a été pris en compte. Ils ont regardé avec la police, etc.,
quels ont été les mouvements de ce qui se passait, d'autres conditions extérieures, ils se sont rendus compte que la seule explication logique qu'ils avaient, ou si on peut appeler ça logique, c'est les gens qui sont venus, qui ont médité sur la baie, qui ont fait baisser considérablement le crime. Mais est-ce que méditation et visualisation, en fait, est-ce que c'est la même chose? Alors, c'est un concept intéressant. La méditation, c'est quelque chose qu'on entend parler partout, mais qui est très très mal compris. Si on le regarde d'un point de vue bouddhiste, la tradition qui lui vient du Bouddha, ou simplement vous asseyez pour méditer, l'état de méditation arrive après qu'on se soit entraîné à se concentrer. Donc cette notion de concentration, de visualisation, de relaxation, qu'on assimile à la méditation, en fait, eux ne l'assimilent pas. La méditation est un état plus profond dans lequel on va pouvoir agir dans une partie plus subtile de notre esprit, dans l'inconscient. Donc quand on entre, un peu comme de l'hypnose, sauf qu'on est conscient. Dans l'hypnose, il n'y a pas de contrôle. Philosophique. Il y a une partie philosophique, on comprend de façon plus philosophique la vie, etc. Donc c'est un état qui amène à ça. Par contre, il y a tout un tas d'étapes avant qui sont très bénéfiques pour l'être humain. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de méditation dans les médias et autres, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui méditent tous les mois, ou même des gens qui ont peu d'expérience en méditation, il y a des changements énormes qui se créent dans leur cerveau. Les neurones fonctionnent différemment, les connexions neuronales vont changer. Des parties du cerveau qui sont plus liées au bonheur, au fait d'aider les autres, à la compassion vont s'activer, et celles qui nous font souffrir vont se désactiver simplement parce qu'on s'assoit et qu'on est calme en nous-mêmes. Le système parasympathique du corps va s'activer, qui est le système quand on se relaxe. Le moment où on s'assoit pour faire de la méditation, tout le système du corps devient beaucoup plus calme. Et donc il y a des effets bénéfiques au niveau du corps, puisqu'on est tout le temps sur un état de stress constant. Et le fait de faire ça, c'est comme si vous asseyez devant un coucher de soleil, ou vous êtes à un moment où vous lisez, vous êtes très calme, vous êtes dans un état de sérénité. Il n'y a pas l'esprit qui crée tout un tas de mouvements, de produits chimiques dans le corps parce qu'on est stressé, etc. Ça fait partie des différents bénéfices. Alors, dans le bouddhisme, il y a 4 principes de base. Ce qu'a enseigné le Bouddha, et tout est contenu là-dedans. Dans la vie, il y a la souffrance, à cause de 3 caractéristiques. Tout à l'heure, vous parliez du corps qui vieillit. Une des raisons pour lesquelles on souffre, parce que notre corps est impermanent. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, de plus on vieillit, le plus on se demande le but de la vie, parce qu'on se dit, bon, c'est en train de s'accélérer, je vais peut-être bientôt mourir, donc il y a une espèce de stress, de compréhension, et puis de la souffrance, parce qu'on voit notre corps se détériorer, on voit qu'on ne fonctionne plus comme on fonctionnait avant, on est attaché à la personne qu'on croyait être, on est attaché à la santé, au bien-être, et en fait, on ne peut pas. Et on est dans cette lutte constante, parce que ça fait partie des lois de la nature. La vie physique, la réalité physique, elle est impermanente. On ne peut rien y faire. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet ou objet de cette réalité dans laquelle on vit, il n'y a pas une seule chose qui est permanente. Sauf si on accepte. Si vous l'acceptez, qu'est-ce qui est permanent? Votre état. Voilà. C'est ça qu'on recherche dans le bouddhisme, c'est un état durable de bonheur, parce qu'on accepte effectivement l'impermanence de la vie. Cette impermanence crée de l'insatisfaction, puisque quoi qu'on fasse, ça change. S'il y a des moments donnés, vous avez des pensées positives parce que vous avez eu un bon repas, parce que quelque chose de bien s'est passé, le lendemain, vous allez revenir à l'état dans lequel vous étiez avant. C'est tout le temps en constant mouvement. Chaque pensée qu'on a, chaque émotion qu'on a, chaque sensation qu'on a, arrive et repart, arrive et repart. C'est comme ça que fonctionne le corps, c'est comme ça que fonctionne l'esprit.